commencer aujourd'hui par, ou bien on va aborder aujourd'hui le chapitre des exceptions. Donc, il vous est sûrement déjà arrivé d'avoir un gros message affiché en rouge dans la console d'Eclipse, donc qui mentionnait, c'est comme si vous avez des erreurs dans votre programme Java. Donc, ceci a été généré par une exception qui n'a pas été capturée. Donc, la gestion des exceptions s'appelle aussi la capture d'exceptions. Un programme Java doit traiter des situations inattendues ou bien des situations exceptionnelles en dehors de sa tâche principale, c'est-à-dire en dehors de but de votre programme. Je vous donne quelques exemples des exceptions courantes. Donc, par exemple, vous avez un accès non autorisé à une zone mémoire, par exemple, erreur de manipulation de pointeur. Par exemple, une exception de division par zéro. Par exemple, vous avez le débordement d'indices dans une collection et bien sûr d'autres types d'exceptions. Donc, le principe, quel est le principe de la gestion des exceptions? Donc, le principe consiste à repérer un morceau de code qui pourrait générer une exception. Par exemple, une division par zéro. Ensuite, de capturer l'exception correspondante et enfin, de gérer celle-ci, c'est-à-dire d'afficher un message personnalisé et de continuer le traitement de votre programme principal. Donc, je vous donne un exemple d'une exception de division par zéro, par exemple. Donc, vous avez une classe qui s'appelle test sans exception. Vous avez la méthode main et vous avez deux variables, i et j. Donc, i, il a été initialisé à 10, tandis que le j, il a été initialisé à 0. Donc, on veut faire la division suivante qui est i sur j. Donc, nous avons une division par 0. Donc, nous avons ici une division par 0. Regardez le message ou bien l'exception qui a été générée par la machine virtuelle de Java. Donc, vous avez exception in thread main, d'accord? Java.language.arithmetic exception. C'est-à-dire que le type de l'exception qui a été générée est de type arithmetic exception. Et vous avez un message qui indique, si vous voulez, le cas de votre exception. Donc, vous avez division by zero, c'est-à-dire vous avez réalisé une division par zéro. La machine virtuelle Java vous a donné également la classe où se trouve l'exception. Donc, vous avez la classe test sans exception, ainsi que la méthode qui a été générée, l'exception qui s'appelle main, d'accord? Et ainsi que la ligne 7, donc la ligne où nous avons une exception de type division par 0. Alors, lorsque l'exécution a été levée, d'accord? Pardon, lorsque l'exception a été levée, le programme s'est arrêté, c'est-à-dire à ce niveau-là, on a une exception qui a été levée. Ensuite, le programme a été arrêté. Pourquoi? Parce que regardez, j'ai un message qui s'appelle et moi, qui contient et moi, je ne serai jamais exécuté, qu'il n'a pas été affiché dans la console. C'est-à-dire notre programme a été planté ou bien a été arrêté à ce niveau-là, au niveau de la première exception qui a été générée. Donc, lorsque l'exception a été levée, on dit ici qu'une exception a été levée. D'accord? Alors, lorsque l'exception a été levée, le programme s'est arrêté. Donc, lorsqu'un événement que la Java Virtual Machine ne sait pas gérer, une exception est levée. C'est-à-dire, à ce niveau-là, notre machine virtuelle de Java n'a pas pu gérer cette erreur-là. Donc, une exception qui a été levée.
et notre programme a été planté à ce niveau-là. Aussi, nous avons le nom ou bien le type de l'exception qui a été déclenchée ou bien levée, d'accord, qui est arithmetic exception, c'est-à-dire nous avons une exception, une exception de type arithmetic exception, d'accord. On dit que une exception qui a été déclenchée ou bien qui a été levée. On dit qu'une division par 0 est une exception de type arithmetic exception. Donc, nous allons pouvoir la capturer et réaliser un traitement en conséquence. C'est-à-dire que on a pu capturer notre exception. Maintenant, on doit réaliser un bloc de traitement afin de gérer et personnaliser ce type d'exception. Alors, voici le traitement nécessaire. Donc, on doit utiliser les deux mots-clés try, catch. Donc, on va voir en détail c'est quoi try et catch. Donc, par exemple, on a repéré dans notre programme que cette division pourrait générer une exception de type arithmetic exception. Donc, on va encadrer ce bloc de code par les deux mots clés ou bien par les deux clauses try et catch. Donc, try, accolade ouvrante, accolade fermante, ensuite catch, et entre deux parenthèses, on crée un objet qui possède le type de l'exception qui va être généré, c'est-à-dire l'objet E, c'est-à-dire l'objet E contient la valeur d'erreur de notre exception, Il est de type arithmetic exception. Maintenant, nos deux messages seront bien affichés parce que notre programme ne sera pas arrêté. Donc, il va gérer notre exception. Alors, une fois on aura ce type d'exception, donc le système va afficher ce message, donc erreur de division par 0, et il va terminer l'exécution du programme principal d'une manière normale. Donc, erreur de division par 0. Et enfin, je pourrai exécuter maintenant, c'est-à-dire que notre programme va terminer leur exécution, son exécution. Alors, pour le bloc catch, il contient un objet de type arithmetic exception. Voici l'objet E, d'accord, de type arithmetic exception. Comme un paramètre, nous l'avons appelé E. Ici, on peut l'appeler comme on veut, d'accord? On peut appeler E, E1, exception. Donc, c'est un nom d'objet que vous pouvez utiliser n'importe quel nom. L'exception étant capturée, donc l'instruction du bloc catch s'exécute. C'est-à-dire, une fois que notre exécution a été capturée, donc le bloc de catch sera exécuté. Notre message d'erreur personnalisé s'affiche alors à l'écran. Le paramètre de notre bloc catch, il sera à quoi? Au juste. Donc, selon vous, quel est le rôle de l'objet E? Donc, j'ai dit ça tout à l'heure. Donc, l'objet E possède la valeur de l'erreur qui a été capturée. D'accord? Alors, comme question, donc le paramètre de notre bloc catch qui s'appelle E. Un instant, s'il vous plaît. Allô, est-ce que vous m'entendez? Allô? Oui, oui.
D'accord, ok. Donc, on était dans le paramètre E. Donc, il sert à savoir quel type d'exception doit être capturé. Donc, l'objet E peut servir à argumenter notre message grâce à l'appel de la méthode getMessage. Donc, l'objet E contient la valeur d'erreur, d'accord? Et on peut l'utiliser dans la méthode getMessage afin d'afficher la valeur de l'erreur. Donc, voici le même test. En remplaçant l'instruction du catch par le message system.out.println où on veut afficher la valeur de E. Donc ici, nous avons le même programme. Donc, on veut diviser I par J, sachant que le J vaut 0. Donc, nous avons capturé notre exception dans l'objet E et on veut afficher la valeur de E en utilisant la méthode getMessage. D'accord? Donc, regardez le message qui sera affiché sur l'écran. Donc, pour la première version, nous avons personnalisé notre message. Donc, nous-mêmes, on a noté, par exemple, erreur de division par 0. Mais si je veux utiliser la méthode getMessage, d'accord, en utilisant l'objet E, donc, un message prédéfini qui sera affiché sur l'écran qui s'appelle division par 0, d'accord? Et nous avons ici le type de l'erreur, donc division by 0. Ensuite, notre programme termine l'exécution d'une manière normale. Donc, comme résumé, une exception est un signal déclenché par une instruction et traité par une autre. Donc, nous avons ici un signal qui sera lancé pour déclencher une exception. Ensuite, cette exception sera traitée par une autre instruction. Il faut qu'un objet soit capable de signaler ou lever une exception à un autre objet. C'est-à-dire que nous avons un objet qui va lever ou bien qui va signaler une exception et un autre objet qui permet de traiter cette exception-là. Donc, il faut que l'autre objet puisse saisir ou bien catch une exception afin de la traiter. Donc, en Java, une erreur ne provoque pas l'arrêt brutal du programme, mais la création d'un objet d'une classe spécifiquement créée pour être associé à des exceptions. C'est-à-dire, après avoir créé ou bien après avoir trouvé une erreur, donc nous avons toujours une exception qui sera levée. Donc, Java dispose d'un mécanisme très souple nommé gestion d'exception qui permet de détecter et traiter les erreurs pour surgir lors de l'exécution d'un programme donné. Donc, ce mécanisme est utilisé pour traiter le fonctionnement anormal d'une partie de code. Le principe de capture l'exception donc permettait de ne pas arrêter l'exécution du programme. Lorsque nous capturons une exception, donc le code présent dans le bloc catch est exécuté, mais le programme poursuit son cours. C'est-à-dire, une fois que je capture une exception, je branche, ou bien la Java Virtual Machine branche l'exécution vers le bloc catch. Ensuite, notre programme termine son exécution d'une manière normale. Nous pouvons créer et interpréter nos propres exceptions en utilisant des exceptions personnalisées. On va voir comment. Donc, en Java, les exceptions sont des instances de la classe ou bien de classes qui héritent de la classe throwable. Donc, c'est-à-dire c'est la classe mère de toutes les classes qui génèrent les exceptions.
Donc, lorsqu'une exception est levée, une instance de la classe throwable est créée. Donc, voici un aperçu sur l'hierarchie des classes qui génèrent les exceptions. Donc, nous avons bien sûr la classe object. Donc, c'est la classe mère de toutes les classes Java. Donc, c'est la racine de toutes les classes object. Ensuite, nous avons la classe throwable qui permet de gérer les exceptions avec ces classes phi. Donc, ici, nous avons les méthodes getMessage, par exemple. Nous avons la redéfinition de la méthode toString. Donc, toString, c'est une méthode de la classe object. Donc, ici, nous avons la redéfinition de la méthode toString. Nous avons la méthode printText. Donc, on va voir, elle sert à quoi. Ensuite, nous avons deux classes phi qui héritent de la classe throwable. Donc, nous avons la classe error, donc permet de générer les erreurs graves. Ensuite, nous avons la classe exception, d'accord, qui permet de gérer les anomalies récupérables. Et nous avons runtime exception et input-output exception, d'accord? Donc, dans runtime exception, nous avons plusieurs types d'exceptions ou bien plusieurs classes phi de la classe mère runtime exception, telles que arithmetic exception, class cast exception, index out of bounds exception, null pointer exception, ainsi de suite. Et nous avons également la classe input-output exception qui hérite de la classe exception, qui contient elle-même une classe phi qui s'appelle file not found exception par exemple. Donc, voici l'arborescence des classes, des exceptions de Java. Maintenant, en ce qui concerne les exceptions de type error, c'est-à-dire les exceptions qui sont gérées par la classe error. Donc, les exceptions qui sont gérées par la classe error, donc ce sont des événements exceptionnels et externes au programme et qui ne peuvent pas être anticipés ou récupérés. Donc, on ne peut pas récupérer ce type d'exception. Si je vous donne un exemple, donc par exemple, supposons qu'une application puisse ouvrir un fichier correctement, mais ne puisse pas le lire à cause d'une erreur matérielle ou logicielle, c'est-à-dire à cause des erreurs au niveau de matériel ou bien au niveau du système d'exploitation. Donc, l'incapacité de lire le fichier lancera une exception de type Java input-output error. Donc, dans le cas où les erreurs sont graves, et donc il est recommandé de ne pas les corriger. Donc, une exception de type out of memory error, même chose, donc c'est une exception de type error, c'est-à-dire c'est une exception qui sera levée par la classe error. Donc, ce sont des erreurs externes au programme, d'accord, qui ont une relation avec des erreurs au niveau matériel ou bien des erreurs au niveau de système d'exploitation. Pour les exceptions de type exception, c'est-à-dire que les exceptions qui se trouvent dans la classe exception, ici. Donc, les erreurs qui doivent généralement être traitées. Donc, la classe exception possède ou bien gère les erreurs qui peuvent généralement traiter. Donc, ce sont des erreurs résiduelles dans le programme qui peuvent être traitées par une sortie propre ou bien anticipée et récupérée, dû aussi attraper, saisir ou bien traiter. Une récupération, par exemple, une récupération arithmétique, par exemple, une récupération des pointeurs, par exemple, une récupération des index, des entrées-sorties, ainsi de suite. Je donne un exemple. Par exemple, une application invite l'utilisateur à entrer le nom d'un fichier.
L'utilisateur peut donner le nom d'un fichier qui n'existe pas, c'est-à-dire il va insérer ou bien il va donner un nom d'un fichier qui n'existe pas dans le disque dur. Donc, dans ce cas, une exception du type file not found sera lancée. Donc, ce type d'exception, file not found, c'est une exception de type exception, c'est-à-dire elle se trouve ou bien elle est gérée par la classe exception. Donc, un programme bien écrit devrait prévenir cette exception en signalant à l'utilisateur que le fichier n'existe pas et en l'invitant à taper le nom correct d'un fichier qui existe. Donc, ici, on peut gérer l'exception. En ce qui concerne les exceptions de type sous-classe de la classe exception, c'est-à-dire que donc les exceptions de type runtime exception ou bien input-output exception, donc ce sont les sous-classes de la classe exception. Donc les sous-classes de la classe exception sont réparties en deux catégories, c'est-à-dire dans les sous-classes de exception, nous avons deux catégories. Pour la première catégorie, donc la première catégorie, c'est les exceptions d'exécution, c'est-à-dire runtime exception, c'est-à-dire les exceptions générées au moment de l'exécution. Donc, sont souvent l'effet du manque de robustesse du code. Je vous donne un exemple. Par exemple, l'exception null pointer exception est levée lorsque l'on manipule un objet non instancié, c'est-à-dire on oublie de instancier cet objet-là en utilisant l'opérateur new. Ou bien, au lieu de passer le nom d'un fichier à une méthode, on passe un nul. Donc, on aura une exception de type null pointer exception. Le deuxième, ou bien la deuxième catégorie des exceptions de type exception, donc c'est checked exception, c'est-à-dire que ici nous avons des exceptions récupérables. Donc les autres exceptions correspondant à des événements anormaux échappant au contrôle du programme. Donc, ces exceptions doivent être traitées ou propagées, c'est-à-dire on les propage vers autre endroit où on va les traiter. Donc, toutes les exceptions qui n'appartiennent pas aux catégories précédentes sont de type error et runtime, sont de ce type, pardon, c'est-à-dire que les exceptions qui n'appartiennent pas à la classe error ou bien à la classe runtime exception sont des exceptions de type checked exception où on peut gérer ce type d'exception. Parce que les erreurs sont des erreurs fatales, donc on ne peut pas les gérer. Pourquoi? Parce qu'ils sont de type, ou bien ils ont une relation avec un problème au niveau matériel ou bien un problème au niveau de système d'exploitation. Pour les exceptions de la classe runtime exception d'eux-mêmes, donc ce sont des exceptions fatales, non gérables, qui ont une relation avec le moment où notre programme sera exécuté, donc ne sont pas vraiment récupérables. Par contre, la catégorie checked exception, qui n'a pas une relation avec les erreurs de type error ou bien les erreurs de type runtime. Donc, ce sont des exceptions où on peut les traiter ou bien propager à un autre endroit afin de les traiter. Donc, par exemple, l'exception end of file exception est levée si on essaye de lire au-delà des fichiers. C'est-à-dire, par exemple, notre fichier est terminé et nous, on est encore d'essayer de lire depuis ce fichier-là.
Donc, c'est une exception de type end of file exception. Donc, jusqu'à maintenant, on a parlé des exceptions prédéfinies. Donc, des exceptions prédéfinies, c'est-à-dire des exceptions qui ont... Donc, ce sont des exceptions prédéfinies par Java. Par exemple, nous avons vu la division par 0 pour les entiers. Donc, nous avons une exception de type arithmetic exception. Nous avons par exemple référence nulle, c'est-à-dire on va référencer un nul. Donc, nous avons l'exception null pointer exception. Par exemple, tentative de forçage de type illégal, c'est-à-dire, par exemple, on veut faire un cast où l'attribut ou bien la variable ne peut pas utiliser ce type de cast. Donc, nous avons une exception de type class cast exception. Par exemple, tentative de création d'un tableau de taille négative. Par exemple, je veux créer un tableau avec une taille moins 5. Donc, nous avons une exception de type negative array size exception. Par exemple, nous avons une exception de dépassement de limite d'un tableau. Par exemple, notre tableau contient 4 cases et moi, je vais insérer, par exemple, la valeur 10 dans la 10e case. Donc, c'est une exception de type array index out of bounds exception. Donc, ce sont des exemples des exceptions prédéfinies par Java. Maintenant, comment on peut traiter ce type d'exception? Donc, toujours, on va utiliser les mots-clés try, catch, finale. Donc, le traitement des exceptions contient deux aspects. Donc, pour traiter des exceptions, on peut utiliser deux méthodes ou bien deux aspects. C'est selon le cas, d'accord? Donc, pour la première catégorie, donc, on a l'interception des exceptions où on va utiliser les blocs try, catch, finale pour récupérer les exceptions et réaliser les actions nécessaires. On va voir des exemples, comment on va utiliser try, catch, finale. Donc, le deuxième type de traitement des exceptions, donc c'est le lancement ou bien la génération d'exceptions. Donc, autrement, ou bien, il sera automatiquement par l'environnement runtime ou la machine virtuelle pour certaines exceptions prédéfinies par Java. Ou bien, il sera explicitement par le développeur Java dans une méthode avec throws et throws. C'est-à-dire ici, le développeur Java va utiliser les méthodes ou bien va utiliser ces deux mots-clés-là afin de traiter les exceptions générées par son programme. Pour la première catégorie de try, catch et finale. Donc, comme nous avons déjà vu le premier exemple de division par 0. Donc, dans le bloc try, ici, donc nous avons le mot-clé try ou bien la clause try et nous avons les deux accolades ouvrantes et fermantes. Donc, c'est une section de code dans laquelle on s'attend à qu'une exception soit levée. C'est-à-dire ici, on doute qu'on va trouver ou bien que notre machine virtuelle va générer une exception à ce niveau-là. Donc, à ce moment-là, on va encadrer notre bloc de code par un bloc try. Ensuite, dans le catch, donc catch, on va créer un objet de type exception qui va générer dans le bloc try. Par exemple, nous avons ici input-output exception, c'est-à-dire ici, on doute qu'on va avoir une exception de type input-output exception. Donc, dans le catch, donc c'est une section de code à exécuter pour une exception donnée. C'est-à-dire ici, on va personnaliser un message ou bien on va créer un certain traitement, d'accord, afin de gérer l'exception qui pourrait être
généré à ce niveau-là. Pour le deuxième catch, regardez bien ici, on a noté un autre type d'exception, c'est-à-dire null pointer exception, qui s'appelle PE. C'est-à-dire que ce block try peut générer une exception de type input-output exception et il peut générer une autre exception de type null pointer exception. D'accord? C'est-à-dire que notre machine virtuelle, elle va exécuter ce bloc de code. Si elle trouve une erreur de type input-output exception, le premier catch sera exécuté. Si elle trouve une exception de type null pointer exception, le deuxième bloc exécuté, d'accord? Le bloc finale, c'est un bloc facultatif, permet d'introduire un code qui sera exécuté quel que soit le cas. C'est-à-dire, ici, ce bloc il sera exécuté dans le cas où une exception est levée ici, ou bien dans le cas où on n'aura pas des exceptions levées à ce niveau-là. Donc, le bloc finale sera exécuté dans tous les cas. D'accord. Maintenant, pour les catch, donc Java s'arrête dans la première exception. Par exemple, si notre bloc de try contient les deux exceptions à la fois, par exemple, il contient une exception de type input-output exception et il contient une autre exception de type null pointer exception. Donc, le compilateur, une fois, ou bien la machine virtuelle Java, une fois trouve la première exception de type input-output exception, elle va exécuter le premier catch et le programme s'arrête à ce niveau-là. C'est-à-dire, on ne va pas exécuter le deuxième catch de type null pointer exception. Est-ce que c'est clair? C'est bon? C'est clair en ce qui concerne try et catch. Dans le cas où on a défini plusieurs catch. Alors, le bloc try est exécuté jusqu'à ce qu'il se termine avec succès ou bien qu'une exception soit levée. Dans ce dernier cas, c'est-à-dire en cas où une exception est levée, donc les clauses catch sont examinées l'une après l'autre dans le but d'en trouver une qui traite cette classe d'exception. Donc, les clauses catch doivent donc traiter les exceptions de la plus spécifique à la plus générale. C'est-à-dire quoi de la plus spécifique à la plus générale? C'est-à-dire que, par exemple, ici, si j'ai deux types d'exceptions, je commence par catch qui contient l'exception la plus spécifique. D'accord? Et je passe à l'exception la plus générale. Parce que dans le bloc try, seulement la première exception qui sera traitée par un catch. Si une clause catch convenant à cette exception a été trouvée et le bloc exécuté, donc l'exécution du programme prend son cours. Si elles ne sont pas immédiatement capturées par un bloc track, par un bloc catch, donc les exceptions se propagent en remontant la pile d'appel des méthodes jusqu'à être traitées. C'est-à-dire ici, on va, ou bien la machine virtuelle Java va utiliser une pile, d'accord, une pile d'appels où nous avons plusieurs appels imbriqués des méthodes jusqu'à où on trouve le bloc où on va traiter cette exception. Si une exception n'est jamais capturée, donc elle se propage jusqu'à la méthode main, ce qui pousse l'interpréteur Java à afficher un message d'erreur et à s'arrêter. C'est-à-dire que la pile commence à empiler des méthodes en faisant appel à des méthodes pour gérer cette exception jusqu'à où on arrive à la méthode main.
Une fois on arrive à la méthode main, donc on aura un message d'erreur et notre programme s'arrête bien sûr. Donc l'interpréteur Java affiche un message identifiant. Donc nous avons le nom de l'exception, nous avons la méthode qui l'a causée, comme nous avons vu déjà, l'exception de division par 0. Donc, nous avons le nom de la classe. Ensuite, nous avons .main, c'est-à-dire la méthode qui a causé l'exception, c'est la méthode main. Et nous avons la ligne correspondante dans le fichier. Par exemple, pour notre premier cas, la ligne, c'était 7. Donc, dans la ligne 7, nous avons eu une exception de type division par 0. Le bloc finale permet au programmeur de définir un ensemble d'instructions qui est toujours exécuté, que l'exception soit levée ou non, capturée ou non. C'est-à-dire que le bloc finale il doit être exécuté dans tous les cas, que ce soit on aura une exception ou non. La seule instruction qui peut faire qu'un bloc finale ne soit pas exécuté est system.exit. C'est-à-dire, si on ajoute cette instruction dans le bloc finale, donc ce bloc-là ne sera pas exécuté. Donc, voici un autre exemple où on va utiliser ou bien on va générer une exception de type array index of bounds exception, c'est-à-dire que nous avons un tableau de 3 cases, d'accord, et on veut, ou bien de 4 cases, et on veut utiliser la 5e case. Donc, regardez, public class test exception, nous avons une méthode main. Dans la méthode main, nous avons un tableau qui s'appelle tab entier, d'accord? Il est de type int et il contient 4 cases. Donc, dans la première case, nous avons la valeur 1, la deuxième case 2, la troisième case 3 et la quatrième case 4. C'est-à-dire que l'indice de 1, c'est 0, 1, 2, 3. Maintenant, on veut insérer la valeur 0 dans la 4e position. C'est-à-dire que 0, 1, 2, 3. Et je veux insérer un 4 ici. Quelle est l'erreur à ce moment-là? Quelle est l'erreur? Ou bien quel est le type d'erreur? Nous avons un débordement un débordement d'indices. C'est-à-dire que notre table a seulement 4 cases, c'est-à-dire 0, 1, 2, 3, d'accord? Et notre programme veut insérer une valeur dans la 5e case. D'accord? Donc, à ce niveau-là, notre programme, ou bien le programmeur de ce programme n'a pas contrôlé cette instruction et il n'a pas créé un bloc try-catch pour capturer l'exception qui pourra générer à ce niveau-là. Donc, à ce niveau-là, nous avons une exception de type array index of bound exception. D'accord? Donc, notre programme, donc, quelle est l'exécution de ce programme-là? Le programme interne, où il tab ENT de 4 égale à 0. Voilà, donc ce message-là ne sera pas affiché. Pourquoi? Parce que nous avons une exception à ce niveau-là, d'accord? Et quel est le type de l'exception? C'est, regardez, java.length, c'est-à-dire nous avons ce type d'exception, array index out of bounds exception. Donc, hadi, c'est le type des exceptions où on va utiliser une case, d'accord, qui est supérieure
ou bien une case qui n'existe pas dans un tableau. Donc, pour le corriger, ou bien pour traiter cette exception-là, donc nous avons dans la classe main, donc int tableau, nous avons des valeurs pour notre tableau, donc 1, 2, 3 et 4. Et où on va insérer une valeur pour la 5e case, d'accord? Mais notre try catch, on a créé un objet de type array index out of bounds exception, d'accord? Et je veux afficher cet objet-là. L'objet header contient la valeur de l'erreur. Alors, comme exécution ou bien comme résultat, donc nous avons arrivé à la fin du tableau, c'est-à-dire que ce message va être affiché. Ensuite, on va afficher la valeur de l'objet E. Donc, la valeur de l'objet E, c'est java.long.arrayIndex of bounds exception. Et nous avons la ligne de l'exception. Ici, c'est 4. Donc, 1, 2, 3 et 4. Donc, ici, on a une exception, d'accord, de type array index of bounds exception. Donc, est-ce que c'est clair jusqu'à maintenant? Pour l'instant, on est toujours dans les exceptions prédéfinies par Java. Donc, toute méthode pouvant lancer une exception contrôlée doit contenir soit un bloc try, catch, finally, comme nous avons déjà vu, si elle traite l'exception localement, c'est-à-dire quoi? On traite l'exception localement, c'est-à-dire au niveau de ma méthode, d'accord? C'est-à-dire que je vais avoir une exception à ce niveau-là. Donc, si je veux traiter cette exception au niveau local, c'est-à-dire dans la même classe, je vais utiliser try et catch. Donc, je traite l'exception localement, c'est-à-dire dans la même méthode. D'accord? Donc, à ce niveau-là, je veux traiter cette exception. Donc, on doit forcément utiliser try et catch. مدام Oui. مدام سيف هذاك في لو كاتش هذاك لوبجي اللي ديكلاريناه L'objet E. Quel objet? وي مدام وي لوبجي او Oui. اللي هذاك لو تيب تاعو لو كان غلطنا في لو تيب تاعو اسكو اكزيكوتي لو كاتش Non. إذا exécuté genre تقدر تحفيه ou تقدر ما تحفيه. Pourquoi? Parce que regardez, l'objet E هذا, c'est un objet de classe array index out of bounds exception. وهذه la classe هي elle gère un certain nombre d'exceptions. Parmi, nous avons un débordement d'utilisation des éléments dans une table. Par exemple, si vous utilisez par exemple ici E, ça va dire par exemple input output file ou là input output exception. La classe input output exception ne gère pas le débordement des éléments dans une table. Donc E qui راح يحوس على l'exception هذيك ما يلقاش la définition de l'exception prédéfinie par Java. Est-ce que c'est clair? Donc il déclare une erreur. Oui, il va générer des erreurs. Donc هنايا تولي عندنا une pile d'appels. chaque méthode تعيط une méthode, chaque méthode تعيط une méthode حتى تلحق وين ما كانش solution. Donc elle va générer une exception. Est-ce que d'accord? Est-ce que c'est clair? Oui, madame. D'accord. Donc,
soit on utilise les blocs try, catch, finale en cas où on va traiter l'exception localement, c'est-à-dire dans la même méthode, ou bien d'utiliser le mot throws si l'exception est traitée par une autre méthode qui se trouve dans une autre classe. Donc, nous avons deux façons pour traiter les exceptions. Soit on les traite localement, c'est-à-dire dans la même méthode, on utilise try, catch, soit on les traite, c'est-à-dire que la définition des exceptions se trouve dans des méthodes et ces méthodes-là se trouvent dans d'autres classes. Donc, on va utiliser le mot-clé throws. Donc, une exception qui hérite de la classe exception et qui n'est pas une exception de type runtime exception, elle peut être standard ou bien définie dans GDK ou bien personnalisée. C'est-à-dire que les exceptions de type exception, mais ne sont pas dans la classe runtime exception, peuvent être personnalisées ou bien peuvent être trouvées dans le GDK. Maintenant, comment intercepter une exception? Donc, qu'est-ce qu'on a? Nous avons le mot-clé throws, d'accord? Si une méthode est susceptible de lever une exception, c'est-à-dire on dit que nous avons une méthode et on doute que cette méthode-là peut lever un certain type d'exception, on doute. Et si elle ne peut pas la traiter, c'est-à-dire on n'a pas défini le traitement de cette méthode, de cette exception localement, c'est-à-dire dans la même méthode, elle se doit prévenir le système qu'elle relaye cette tâche. Pour ce faire, on utilise le mot-clé throws dans la définition de la méthode. C'est-à-dire, je dis que, par exemple, j'ai une méthode qui s'appelle f. Et je doute que j'aurai une exception, par exemple, de type division par 0. Et cette exception-là ne sera pas traitée dans ma méthode f. C'est-à-dire, je ne vais pas traiter cette exception-là au niveau localement. Donc, je fais quoi? Je donne le nom de la méthode. Ensuite, je donne le mot throws, d'accord? Et je termine par les méthodes où on va traiter ce type d'exception de division par 0. Donc, on utilise le mot-clé throws dans la définition de la méthode. Donc, ce mot-clé permet d'avertir le système qu'une certaine catégorie d'exceptions ne sera pas traitée localement, d'accord? Par exemple, regardez la syntaxe. Donc, nous avons par exemple public void ma méthode. Donc, c'est une méthode, d'accord, qui contient x comme argument, d'accord, et qui doute d'avoir par exemple une exception, par exemple division par 0, mais l'exception de division par 0 n'a pas été traitée localement dans la méthode ma méthode. Par contre, l'exception division par 0, elle a été traitée dans la classe input output exception. Donc, on utilise le mot-clé throws, d'accord, pour mentionner que peut-être je vais utiliser la définition des exceptions qui se trouvent dans la classe input-output exception. On peut utiliser plusieurs classes, c'est-à-dire, je dis par exemple que ma méthode peut utiliser des exceptions qui se trouvent dans la classe input-output exception et dans une autre classe qui s'appelle par exemple end of file exception. Donc, je fais quoi? Je sépare les classes par des virgules. Donc, public void ma méthode, index, int x, throws, input-output exception et end of file exception. Donc, je sépare les classes qui contiennent des méthodes qui traitent ce type d'exceptions par des virgules. Maintenant, la classe mère
de toutes les classes d'exception en Java. Donc, elle descend directement de la classe Object, comme nous avons déjà vu. Elle possède 3 principales méthodes qui sont getMessage, qui permet d'afficher le message de l'exception levée, d'accord? Donc, c'est un message prédéfini par la méthode getMessage. Donc, elle va afficher l'exception levée. Par exemple, nous avons déjà vu division by zero, c'est-à-dire si je veux utiliser cette méthode-là dans une exception de division par zéro, le message qui sera affiché, c'est division by zero. Nous avons également la méthode toString qui permet d'afficher en plus de le nom complet de cette classe, c'est-à-dire elle va afficher le nom complet de cette classe et elle va afficher également le type de message, c'est-à-dire par exemple dans le cas où j'ai division par zéro, donc la méthode toString va afficher le nom de la classe de l'exception, donc c'est arithmetic exception avec bien sûr les packages où se trouve cette classe-là. Et il va afficher, cette méthode-là va afficher aussi le message de l'exception. Donc, si on est dans le cas de division par zéro, donc on aura ce message-là. Pour la troisième méthode, donc void print take stress, donc affiche le message d'erreur et la pile des appels de méthodes qui ont conduit à l'erreur. C'est-à-dire, par exemple, si j'ai une méthode où j'ai au niveau de la première méthode une erreur. Ensuite, cette erreur-là va générer une autre erreur dans une autre méthode. Donc, ces erreurs-là vont être empilées dans une pile. OK. Donc, cette méthode-là affiche le message d'erreur et la pile des appels, c'est-à-dire elle va nous afficher toute la pile des appels de méthodes qui ont conduit à l'erreur. Par exemple, nous avons arithmetic exception, donc nous avons division par 0, at testException.main, c'est-à-dire la division par 0 a été générée ou bien l'exception de division par 0 a été générée dans la classe qui s'appelle testException et elle était générée précisément dans la méthode main qui se trouve dans la classe testException et elle nous donne la ligne de l'erreur. Donc la pile contient quoi? Contient ligne de l'erreur, la ligne de l'erreur, la méthode où on a trouvé une exception, la classe où nous avons trouvé une exception, ainsi que le type de l'exception. La classe exception possède 2 constructeurs, un constructeur par défaut et un constructeur dont le paramètre est une chaîne de caractères. Donc, nous avons 2 constructeurs, un constructeur par défaut qui ne contient pas de paramètres et un constructeur qui contient comme paramètre une chaîne de caractères. L'idée est que dans le premier cas, on ait un message d'exception prédéfini, c'est-à-dire si on veut utiliser le premier constructeur de la classe exception, qui est le constructeur par défaut, nous avons un message prédéfini par Java. Mais si on veut utiliser le deuxième constructeur de la classe exception, où nous avons un message dans la liste des arguments, ici, on peut utiliser un message, ou bien, donc, dans le second cas, un message passé à travers la chaîne de caractères. C'est-à-dire, c'est un message personnalisé qui va passer par, ou bien qui va passer comme un argument de type, bien sûr, chaîne de caractères. Donc, jusqu'à présent, on a parlé des exceptions prédéfinies qui se déclenchent toutes seules, c'est-à-dire sont des exceptions prédéfinies par Java et qui se déclenchent toutes seules, c'est-à-dire il y a un programme dans Java qui permet de déclencher ce type
d'exception prédéfinie. Donc, Java offre au programmeur la possibilité de définir ses propres exceptions. Donc, nous avons deux types d'exceptions. Donc, des exceptions prédéfinies qui sont définies par Java et on peut utiliser des exceptions personnalisées où le programmeur va gérer ce type d'exception. Donc, ce sont ou bien ces exceptions personnalisées doivent hériter d'une autre exception de la classe ou bien de l'hierarchie des classes Java, c'est-à-dire même si vous créez des classes ou vous personnalisez vos exceptions, vous devez hériter votre classe en utilisant les classes Java qui gèrent les exceptions. Donc, le programmeur doit lui-même lever ces exceptions. Pour ce faire, Java met à sa disposition le mot-clé throw et throws. Donc, à ne pas confondre avec ces deux mots-là. Donc, pour le premier mot-clé, ce mot-clé permet de quoi? Ce mot-clé, il permet de quoi? Allô, allô, est-ce que vous m'entendez? Allô? Donc, ce mot-clé permet de dire à une instruction Java, que ce soit condition, déclaration de variable, méthode ou autre chose, ou bien à une classe entière qu'une exception potentielle sera gérée par une classe, souvent une méthode personnalisée. Donc, ce mot-clé est suivi du nom de la classe qui va gérer l'exception. Ceci a pour but de définir le type d'exception qui risque d'être généré par l'instruction ou la classe qui précède le mot-clé throws. Donc, pour le deuxième mot-clé, donc celui-ci permet d'instancier un objet dans la classe suivant cette instruction. Donc, cette instruction est suivie du mot-clé new ainsi que d'un objet cité avec throws, on fait et lance une exception tout simplement. C'est-à-dire, ce mot-clé permet d'instancier un objet en utilisant toujours l'opérateur new. Je vous donne un exemple. Donc, si vous voulez un exercice. Donc, regardez, nous avons une classe qui s'appelle ville. Dans la classe ville, nous avons deux attributs. Le premier attribut, il s'appelle nom-ville. Le deuxième attribut, il s'appelle nombre habitants. Donc, pour une ville, j'ai le nom et j'ai le nombre d'habitants. Nous avons un constructeur qui s'appelle ville, bien sûr, et qui contient deux arguments, nom-ville et nombre habitants. Dans le constructeur, je vais initialiser mes variables. Jusqu'à maintenant, normal, nous avons une classe ville où nous avons deux attributs. Comme question, si l'utilisateur crée une instance ville avec un nombre d'habitants négatif, quel est le résultat? Quel est le... S'il vous plaît, j'arrive un instant. Allô?
Donc, si je veux créer un objet de type ville et je donne une valeur négative ici, quel est le résultat? Allô? Donc, est-ce que je peux donner une valeur négative à l'attribut nombre habitants? Allô, est-ce que vous m'entendez? Doit être positif. Non, non, il doit être positif. D'accord? C'est-à-dire que le type int accepte une valeur négative, mais la conception de mon programme ne peut pas accepter une valeur négative pour les nombres d'habitants. D'accord? Alors, comme réponse, nous devons dire à notre constructeur de ville de créer un objet de type nombre habitants exception qui hérite de la classe exception afin de gérer ce type d'exception. Donc, à ce niveau-là, on est dans les exceptions personnalisées, d'accord? C'est-à-dire, je veux créer moi-même une exception. Donc, comme exemple, regardez, je dois créer une classe qui s'appelle nombre habitants exception. Donc, c'est une convention en Java. Si vous voulez créer une classe qui contient le traitement des exceptions, il faut terminer le nom de votre classe par le mot exception. C'est-à-dire que nombre habitants, c'est une classe qui va gérer les exceptions par rapport au nombre habitants. Donc, qu'est-ce qu'on a? Nous avons nombre habitants et on ajoute le mot-clé exception, c'est-à-dire toutes les classes qui gèrent les exceptions personnalisées doivent utiliser à la fin le mot exception. Ensuite, nous avons extend exception, c'est-à-dire que chaque classe personnalisée qui va gérer les exceptions va hériter de la classe mère exception. Alors, regardez, donc public class nombre habitants exception, extends exception, c'est-à-dire j'ai créé une classe qui hérite de la classe exception. Maintenant, dans le constructeur de cette classe-là, j'ai quoi? Donc, j'ai deux messages ou bien j'ai un message. Donc, vous essayez d'instancier ou bien vous essayez d'instancier une ville avec un nombre d'habitants négatif. C'est-à-dire, ici, je vais traiter le cas où j'aurai une exception de type nombre d'habitants négatif. Maintenant, dans mon programme Java, c'est-à-dire dans la classe ville, je vais faire quoi? Donc, le constructeur, regardez, le constructeur de ville, donc public ville, regardez ici, j'ai deux arguments, d'accord? Donc, n ville et n habitants. Regardez, throws nombre habitants exception, c'est-à-dire que, peut-être que mon constructeur va utiliser des exceptions qui sont définies dans cette classe-là. Peut-être que ma méthode ou bien mon constructeur ville peut utiliser des exceptions qui sont définies dans cette classe-là. Maintenant, je fais quoi? If le nombre d'habitants négatif, donc je vais créer un objet de type nombre habitants exception et je vais utiliser ce mot-clé-là. Donc, voici la différence entre les deux mots-clés. Le premier mot-clé sera utilisé dans l'entête des méthodes, d'accord? Afin de dire que peut-être où je vais utiliser des exceptions qui sont définies dans les classes, qui se trouvent après le mot-clé. Par contre, celui-là est utilisé afin de créer des objets de type nombre habitants exception, par exemple. Donc, if le nombre d'habitants exception, je vais créer un objet de ce type-là.
Et cet objet va nous afficher ce message-là. C'est-à-dire, si je vais créer un objet de type nombre habitant exception, l'objet, bien sûr, va exécuter le constructeur, d'accord? Et ce constructeur va nous afficher ce message-là. Else, c'est-à-dire que la condition n'est pas correcte, donc le nombre d'habitants est supérieur ou égal à 0. Donc, je vais carrément initialiser mes variables. Donc, nom de ville est égal à n ville et nombre d'habitants est égal à n habitants. Ici, je n'ai pas utilisé le mot-clé this parce que le nom d'attribut est différent par rapport au nom d'argument. Est-ce que c'est clair en ce qui concerne la différence entre ces deux mots-clés? C'est bon? Donc, throws nombre habitant exception nous indique que si une erreur est capturée dans la construction d'un objet de type ville, donc celle-ci sera traitée en tant qu'objet de la classe nombre habitant exception. Ce qui au final nous renseigne sur le type de l'erreur en question, c'est-à-dire les renseignements sur le type de l'erreur en question se trouvent dans la classe nombre habitant exception. Par contre, la deuxième instruction, d'accord, permet d'instancier la classe concernée, qui est nombre habitant exception, si la condition est remplie, qui est le nombre d'habitants est inférieur à 0. Maintenant, pour créer un objet ville, donc regardez ici, nous avons modifié notre code. Donc, public void, d'accord, throws, une classe. Donc, si on veut créer un objet ville, c'est-à-dire je veux instancier la classe ville, vous devez voir une erreur persistante. Regardez. Par exemple, dans une classe main, je veux créer un objet ville qui s'appelle V et je vais déclarer et je vais créer un objet ville avec l'opérateur new. Je connais pourquoi Java signale une erreur à ce niveau-là. Pourquoi j'ai eu une erreur à ce niveau-là? Normal. Donc, ville, V est égal à new ville. J'ai donné une chaîne de caractères et j'ai donné une valeur entière pour le nombre d'habitants. Mais Java me signale une erreur. Pourquoi? Madame, la valeur est négative. Pardon? La valeur est négative. Et la valeur est négative, elle est de type int. Et le int accepte les négatifs, normal. Mais on a défini l'exception de nombre d'habitants. Voilà, on a défini une exception à ce niveau-là. Donc, à ce niveau-là, on a défini une exception, c'est-à-dire dans le constructeur ville, on a défini une exception. Donc, si je veux créer un objet de type ville, d'accord, qu'est-ce que je dois faire? Si je veux créer un objet de type ville, sachant que j'ai défini une exception dans le constructeur de ville, donc qu'est-ce que je dois faire ici? La valeur doit être positive. Non, non. Non, ماشي valeur positive. On dirait try catch. Voilà. Donc, à ce niveau-là, on va ajouter try catch pour traiter cette exception. Parce que n'importe quel utilisateur peut donner une valeur négative. Lorsqu'on a traité les valeurs négatives, un utilisateur ne peut pas nous donner une valeur négative. Non, il peut donner des valeurs négatives. Mais nous, on va traiter ce cas-là. Ou bien, on va traiter cette exception. D'accord? Alors, regardez, le constructeur est devenu une méthode à risque. Ça veut dire quoi, une méthode à risque? C'est-à-dire que cette méthode risque d'avoir une exception qui se trouve ou bien qui a été traitée par la classe nombre habitant exception.
D'accord? Une méthode à risque. Donc, vous devez gérer les exceptions possibles sur cette instruction avec un bloc try catch, c'est-à-dire ici, c'est bon, le constructeur will utilise une exception personnalisée. Donc, dorénavant, si je veux créer un objet de type will, je dois utiliser le bloc try catch pour traiter l'exception de nombre négatif. Alors, regardez, maintenant, l'erreur a disparu et le code compile et s'exécute d'une manière correcte. Regardez, donc nous avons toujours la classe main, la méthode de main, d'accord? Maintenant, je veux créer un objet de type ville, d'accord, qui s'appelle V. J'ai donné blida pour le nom de la ville et j'ai donné moins 15 000 pour le nombre d'habitants. Donc, ici, c'est une erreur, d'accord? C'est une exception, d'accord? Donc, j'ai géré cette exception en externe, c'est-à-dire, le traitement localement, d'accord? On a géré cette exception en externe. Donc, je dois utiliser try catch. Donc, try, accolade ouvrante, et je termine le bloc qui a causé l'exception par accolade fermante, le mot-clé catch, d'accord? Maintenant, regardez, j'ai créé un objet qui s'appelle E de type nombre habitant exception, c'est-à-dire c'est une exception personnalisée. Dis-nous qu'on a créé cette exception-là. Donc, j'ai créé un objet qui s'appelle E de type nombre habitant exception et je veux afficher la valeur de cet objet-là. Donc, quelle est la valeur de cet objet? C'est le message qu'on a déjà défini. Donc, vous essayez d'instancier une valeur ou bien une classe ville avec un nombre d'habitants négatif, c'est-à-dire la valeur de l'objet E de type nombre habitant exception, c'est ce message-là. Regardez, donc système.out.println, je vais afficher la valeur de E. Donc, vous essayez d'instancier une classe ville avec un objet d'habitant négatif et regardez la valeur de E. Donc, nous avons exception personnalisée, point, nombre habitant, exception. C'est-à-dire que notre classe ou bien notre package, il s'appelle exception personnalisée et notre classe, elle s'appelle nombre habitant exception. C'est-à-dire, la machine virtuelle Java nous a affiché la pile de l'exception, c'est-à-dire le nom de package et le nom de la classe qui a traité cette exception. Maintenant, on veut par exemple lever une deuxième exception, d'accord? Si le nom de la ville fait moins de 3 caractères, par exemple, si l'utilisateur donne un nom de la ville où le nom contient moins de 3 caractères. Donc, pour notre conception, on dit qu'une exception doit être levée à ce niveau-là. Donc, pour traiter cette exception, quelles sont les étapes nécessaires? Qu'est-ce que je dois créer au début? Qu'est-ce que je dois utiliser au début? Quelle est la première étape? De créer une classe qui hérite de la classe exception. De créer une classe personnalisée qui hérite de la classe exception. Oui ou non? Je l'appelle par exemple non-ville exception. Extends exception. Ensuite, dans le constructeur, donc, ici, j'ai utilisé quel type de constructeur? Où je connais la classe exception. Elle contient combien de constructeurs?
Elle contient deux constructeurs. Un constructeur sans argument et un constructeur avec un seul argument de type string et elle sera utilisée en message personnalisé. Donc, nous avons le constructeur non-vil-exception et nous avons un message comme argument. Ensuite, super message, c'est-à-dire je vais utiliser le deuxième constructeur de la classe exception qui contient une chaîne de caractères comme argument. Donc, avec cette redéfinition, c'est-à-dire avec cette redéfinition en utilisant le mot-clé super, c'est-à-dire je vais appeler le deuxième constructeur de la classe exception, nous pourrons afficher notre message d'erreur en utilisant la méthode getMessage. Donc, regardez. Donc, dans la même classe ville, regardez ici. Donc, dans le constructeur ville, donc nous avons le nom de la ville et le nombre d'habitants. Et nous avons ici deux classes qui sont séparées par point-virgule. La première classe qui gère les exceptions concernant le nombre d'habitants. Et la deuxième classe qui gère les exceptions en ce qui concerne le nom de ville. Alors, if le nombre d'habitants est négatif, alors je vais créer un objet de type nombre habitants exception. If le nom ou bien la taille de la ville est inférieure à 3, je vais créer un objet de type non-vil exception et je vais donner ici le message que je veux l'afficher parce que notre constructeur contient une chaîne de caractères comme argument. Donc, je vais utiliser cette partie-là afin d'afficher le message, mon propre message. Else, c'est-à-dire quoi else? C'est-à-dire que cette condition n'est pas remplie et cette condition n'est pas remplie, c'est-à-dire que le nombre d'habitants est positif et la taille de la ville est supérieure ou égale à 3, donc je vais initialiser mes attributs. Donc, regardez bien ici, j'ai utilisé deux classes différentes, c'est-à-dire je peux avoir deux types d'exceptions. Regardez bien ici. Dans la classe main, j'ai instancié une variable v de type ville. Et j'ai utilisé try catch et j'ai créé un objet E de type nombre habitants exception. J'ai utilisé un autre catch ou bien un deuxième catch pour gérer l'exception concernant le nom de ville qui s'appelle E2. D'accord? Regardez ici. Dans l'objet E2, j'ai appelé la méthode getMessage afin d'afficher mon message. Regardez, j'ai fermé le bloc de catch, le deuxième bloc de catch. Et j'ai utilisé l'objet V afin d'appeler la méthode toString. D'accord? Mais ici, j'ai une erreur en rouge sur l'objet V. Pourquoi? Bien que l'objet V est bien déclaré et bien créé. Pourquoi j'ai eu une erreur sur V? Madame, on ne peut pas l'utiliser hors try. Très bien, très bien, très bien. Donc, regardez, un bloc ou bien une variable V a été déclarée dans ce bloc-là. Elle sera utilisée uniquement dans ce bloc-là. Une fois on termine le bloc par l'accolade fermante, donc le V ne sera pas reconnu ailleurs. Donc, vous pouvez constater qu'Eclipse affiche une erreur sur V. Pourquoi? Car la déclaration de l'objet ville est faite dans le premier sous-bloc try, c'est-à-dire elle est définie à ce niveau-là.
Et une variable déclarée dans un bloc d'instruction n'existe que dans ce bloc d'instruction. Si vous voulez, une variable locale du try. Donc, pour pallier à ce problème, il nous suffit de déclarer notre objet en dehors du bloc try et de l'instancier à l'intérieur. C'est-à-dire, je vais déclarer V avant try par exemple, c'est-à-dire en dehors de ce bloc-là. Ensuite, je dois le créer en utilisant l'opérateur new dans le bloc où je veux utiliser cet objet-là. Alors, regardez, par exemple, ville V est égal à nul. Ensuite, donc, comme j'ai déjà déclaré V, donc je ne veux pas le déclarer ici. De ville qui est inférieur à 3 et un nombre d'habitants qui est négatif. Ensuite, nous avons catch. Je vais utiliser une exception pour gérer le nombre d'habitants négatifs et je vais utiliser un objet de type non-ville exception pour gérer le nom de ville qui est inférieur à 3. Regardez ici, si je veux utiliser l'objet V, donc Eclipse ne génère pas une erreur. Donc, je peux l'utiliser. Pourquoi? Parce qu'il est déclaré en dehors d'un bloc d'instruction qui est try. Maintenant, regardez. Le premier message, vous essayez d'instancier une classe ville avec un nombre d'habitants négatif. Ce message, il vient d'où? Pourquoi j'ai eu ce type de message? Madame, l'exception de nombre habitants. Très bien, a été déclenché. Pourquoi? Parce que le nombre d'habitants est négatif. Très bien, très bien. Pourquoi je n'ai pas eu une exception de nom de ville, bien que le nom de ma ville est inférieur à 3, c'est-à-dire la condition est remplie? Pourquoi Java Virtual Machine n'a pas déclenché la deuxième exception? Parce que les blocs, si vous voulez, les blocs catch sont exclusifs. C'est-à-dire que, par exemple, dans try, on a deux exceptions. La machine virtuelle Java, elle va afficher seulement la première exception trouvée et elle va quitter tous les catchs. C'est-à-dire, même si j'ai deux exceptions qui sont déjà définies, Java Virtual Machine va afficher seulement la première exception rencontrée dans votre programme. C'est pour cela qu'on dit qu'il faut définir ces exceptions-là d'une manière hiérarchique. C'est-à-dire, on commence par la plus spécifique et on termine par la plus générale. D'accord? Parce que même si nous avons 10 exceptions qui sont déjà définies et qui sont déjà vraiment utilisées dans le try, seulement la première exception qui sera lancée. Est-ce que c'est bon pour ce point-là? Maintenant, pourquoi j'ai cette exception en rouge? Donc, exception in thread main, Java long null pointer exception at exception personnalisée .main. C'est-à-dire quoi? Madame, on a mis v.toString, mais v est nul. C'est ça. Très bien, très bien, très bien. Donc, regardez. Pour le V, nous avons déclaré un objet de type ville, mais on a l'initialisé à nul. Donc, notre V est nul. D'accord?
Maintenant, si je veux afficher ce ville, d'accord, le ville est nul. Donc, une exception prédéfinie de Java de type null pointer exception qui a été levée. Alors, avec le nom de package, le nom de la classe et le nom de la méthode et la ligne de l'erreur. D'accord? Donc, regardez ici, la ligne c'est 19. Oui, pourquoi 19? Parce que il faut des espaces. Ou même qu'il y ait des commentaires. D'accord? Donc, pour Java, c'est la ligne 19. Alors, lorsque nous arrivons sur l'instruction system.out.println v toString, notre objet est nul, donc une exception de type null pointer exception est levée. C'est-à-dire que ici, notre objet est nul, je n'ai rien à afficher par la méthode toString, donc une exception prédéfinie de Java qui a été levée, qui s'appelle null pointer exception. Maintenant, pour pallier à ce problème, il suffit d'instancier... non. Donc, c'est nul. Oui, regardez. Donc, pour pallier à ce problème-là, il suffit d'instancier un objet ville par défaut dans le bloc catch. C'est-à-dire, dans le catch, on va utiliser vnew ou bien on va utiliser newVille. D'accord? Donc, grâce à cela, si notre instanciation avec valeur issue, on fait une instanciation par défaut qui n'est pas une méthode à risque. C'est-à-dire quoi? Une instanciation par défaut. C'est-à-dire, on va utiliser le constructeur par défaut. Et le constructeur par défaut, c'est une méthode qui n'est pas une méthode à risque. Parce que, pourquoi? Parce que notre constructeur ville qui contient deux arguments, celui qui va utiliser les deux classes-là, c'est-à-dire cette méthode-là qui est une méthode à risque. Mais le constructeur par défaut n'est pas une méthode à risque. Donc, faites attention ici. Pour moi ici, donc pour cette capture d'écran, je n'ai pas défini un constructeur par défaut ville. Mais une fois que j'ai arrivé à ce niveau-là, donc j'ai présenté ici un constructeur ville sans argument, d'accord, afin de corriger cette erreur-là. Donc, il faut utiliser un constructeur par défaut afin de créer un objet qui s'appelle V. Donc, regardez ici. Ville V, il est initialisé à nul. J'ai créé un objet avec le nom de ville inférieur à 3 et nombre d'habitants négatif, c'est-à-dire je vais avoir normalement deux exceptions. J'ai deux catch. Mais regardez ici. Ici, je vais créer un objet, ou bien cet objet qui a été déclaré au début, en utilisant le constructeur par défaut. Donc, on doit déclarer le constructeur par défaut dans la classe ville. Pourquoi? Parce qu'on a utilisé un constructeur personnalisé. La même chose ici dans le deuxième catch. D'accord? Donc, je vais créer un objet ville. D'accord? Maintenant,
si je veux utiliser la méthode toString de ville, donc voici le message qui sera affiché. Donc, le nom de package, point, le nom de la classe, et on termine par l'adresse mémoire de l'objet V. Donc, si vous mettez un nom de ville de 3 caractères et un nombre d'habitants négatif, c'est-à-dire les deux exceptions sont remplies, c'est l'exception du nombre d'habitants qui sera levé en premier. Et pour cause, il s'agit de notre première condition dans notre constructeur. C'est-à-dire, j'ai créé le premier catch, il va traiter le nombre d'habitants. Donc, c'est la seule exception qui sera levée. D'accord? Parce que c'est la première construction, ou bien c'est la première exception dans le catch. Donc, lorsque plusieurs exceptions sont gérées par une portion de code, donc comme notre cas ici, donc nous avons deux exceptions qui sont gérées par un seul ou bien une seule partie de code. Pensez bien à mettre les blocs catch du plus pertinent au moins pertinent. En fait, il s'agit des erreurs capturées à mettre par ordre de pertinence. C'est-à-dire, on va commencer par le plus spécifique, par le plus général. Et voilà. Donc, on a terminé en ce qui concerne les exceptions. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que c'est clair? اليوم راكم ساكتين. Je ne sais pas إذا راكم عيانين، c'est-à-dire راهم جاو لي فاكونس ولا واش كاين؟ وي ماما. وي واش بيكم راكم عيانين؟ وي ماما واحد ما يكذب صح شويه. وي داكور اوكي. سي كلير فهمتوا؟ Oui, madame, فهمنا. Oui, donc في Java عندنا une hiérarchie de classes, d'accord, des exceptions. Donc chaque classe gère un certain type d'exception. Donc dans votre programme Java, vous pouvez avoir un certain type d'exception. Donc il y a des exceptions qui sont prédéfinies par Java, on utilise tel qu'il est. On utilise les deux clauses try et catch. Et on a, ou bien on peut personnaliser nos exceptions en utilisant, ou bien on définit des classes qui se terminent par le mot exception et qui héritent de la classe exception. D'accord? Et on utilise les deux mots-clés throws et throw. Donc throws pour informer que ma méthode, c'est une méthode de risque. Elle peut utiliser des exceptions qui sont définies dans les classes qui suivent le mot-clé throws. Et throw permet de créer des objets, d'accord, de type exception personnalisée. Pour les plusieurs catchs, c'est-à-dire si je veux utiliser plusieurs catchs, donc il faut savoir que seulement le premier catch sera utilisé, c'est-à-dire si j'ai un bloc qui contient plus qu'une exception, donc seulement la première exception qui sera lancée dans mon programme. Normalement c'est un petit résumé sur tout ce qu'on a vu. D'accord? Donc, je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite de bonnes vacances. Merci, madame. De rien, au revoir.